Elle atteint l'âge respectable de 60 ans ces jours-ci. Comment va-t-elle, notre 5e République? Comme toutes celles qui l'ont précédée, elle est d'abord née d'une crise. Elle a ensuite été révisée 24 fois depuis sa création en 1958. Aujourd'hui, des voix s'élèvent en faveur d'une 6e République. Alors pourquoi, comment la 5e République est-elle vraiment à bout de souffle? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui avec nos décrypteurs. Et c'est d'ailleurs le sens de la question qu'on vous a posée sur Twitter. Vous pouvez continuer à y répondre tout au long de cette émission. Êtes-vous attaché à la 5e République? Et dites-nous pourquoi. Alors pour bien comprendre l'émergence de cette 5e République, il faut d'abord se rappeler un discours déterminant. C'est celui qui a été prononcé 12 ans auparavant par le général de Gaulle à Bayeux. Déjà, il exposait sa vision d'une constitution souhaitable. On est en 1946, le 16 juin. On écoute un extrait. Tous les principes et toutes les expériences exigent que les pouvoirs publics, législatifs, exécutifs, judiciaires, soient nettement séparés et fortement équilibrés, et qu'au-dessus des contingences politiques soit établi un arbitrage national qui fasse valoir la continuité au milieu des combinaisons. Bonjour Geoffroy Caillet. Bonjour. Alors vous êtes le rédacteur en chef du Figaro Histoire. Merci d'être avec nous. On va revenir donc sur ce discours qu'on vient d'écouter avec un lecteur de fortune, un De Gaulle de fortune. Finalement, la 5e République est presque née à ce discours de Bayeux, non ? Oui, parce que De Gaulle y expose les grandes idées qui vont informer cette Constitution 12 ans plus tard. On trouve déjà les grands principes qu'on retrouvera quasiment intacts. Il parle notamment, il plaide pour un exécutif fort, avec un chef d'État dont dépend l'exécutif directement et non pas de l'Assemblée. Il plaide pour la possibilité, il le fait dans ses discours de Bayeux puis d'Épinal, en réalité dans la même année, pour la possibilité de dissoudre l'Assemblée en cas de crise grave, ce qui était un tabou absolu depuis la Troisième République. Il avance un certain nombre d'idées comme ça, notamment celle du référendum, qui était aussi quelque chose d'exceptionnel, puisqu'il n'y avait pas eu de référendum depuis 1871, entre 71 et 1945 en France. Donc il prépare déjà tout ça, donc 12 ans avant, c'est un plan bien orchestré. On revient donc à 1958, le 1er juin, Charles de Gaulle revient au pouvoir, exit la 4e République, une 5e République est proposée. Dans quelles circonstances? Pourquoi fallait-il changer cette 4e? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a un temps court et un temps long en réalité. Le temps court, c'est effectivement une mort très rapide en 15 jours, en mai 1958, sur fond de crise algérienne. Et puis il y a le coup de boutoir de De Gaulle qui va profiter de cette situation. Et De Gaulle est appelé par René Coty, on va revenir sur le détail des événements, mais le 29 mai. Et ce jour-là, il pose comme condition de son retour la possibilité de promulguer une nouvelle constitution. Et puis il y a un temps long qui est la faiblesse institutionnelle de la 4e République. Le régime est né en 1946, c'est un régime parlementaire, guère différent finalement de la 3e République qui était à bout de souffle avant la guerre. Et les fondateurs de la 4e République, les communistes, les socialistes, les démocrates chrétiens, ne plaident pas pour un exécutif fort à l'époque, justement. Donc rapidement, la 4e République va devenir un régime menacé par l'instabilité gouvernementale. Et tout au long de ces 12 ans d'existence, elle va peiner justement à exister parce que des majorités fortes ne se dégagent pas. Et par ailleurs, elle est frappée par un système de démissionnistes, de démissions en cascade, dont une des plus retentissantes sera celle de Pierre Mendès France en 1956. Et tout ça va évidemment hâter prématurément la fin de la 4e République, va la faire vieillir. Et puis la 4e République achoppe sur la question coloniale. Déjà la question indochinoise. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Les premiers signes sont venus au moment de la guerre d'Indochine. Ensuite, il y a l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. Et puis très vite, la question algérienne qui va occuper tout le devant de la scène. Alors justement, ce contexte particulier de la guerre d'Algérie, en quoi ça sert de révélateur, en tout cas au niveau de Charles de Gaulle? Ça montre l'impuissance du gouvernement à régler la situation. Il faut cela se rapporter effectivement au 15 avril 1958. Félix Gaillard est renversé, c'est le 17e gouvernement renversé depuis 1946. Et début mai, 3 semaines plus tard, le 11 mai exactement, le FLN, dans un contexte où l'armée française est victorieuse sur le terrain, il faut le rappeler, annonce l'exécution de 3 soldats français prisonniers. Dans le même temps, on avance le nom de Pierre Flimelin pour remplacer Félix Gaillard renversé, alors qu'il n'y a pas de
gouvernement depuis presque un mois. Pierre Pflimlin, c'est quelqu'un qui est favorable à donner son indépendance à l'Algérie, y compris au prix d'une négociation avec le FLN. Évidemment, les pieds noirs, l'armée, une grande partie de l'opinion publique ne l'entend pas de cette oreille. Et le 13 mai, à Alger, une grande manifestation a lieu en hommage aux soldats exécutés. Et l'armée prend le pouvoir sous la forme d'un comité de salut public présidé par le général Massu. La foule n'est pas favorable à De Gaulle. Les pieds noirs ne sont pas favorables à De Gaulle, et c'est De Gaulle qui va dépêcher des émissaires, notamment Léon Delbecq, mais également va agiter ses réseaux métropolitains très puissants pour la faire changer d'avis petit à petit. 2 jours plus tard, le 15 mai, le général Salan proclame un vive De Gaulle sur cette même place d'Alger, et rapidement le nom du général commence à circuler. Le même jour, au hasard, le général fait savoir qu'il se déclare prêt à assumer les pouvoirs qu'on voudra bien lui confier. D'où cette expression peut-être de Michel Vinocq, bien connue, un coup d'État de velours. C'est un coup d'État de velours exactement qui va se passer, et là les choses s'engagent très rapidement. Le 29 mai, René Coty appelle De Gaulle au pouvoir, et De Gaulle pose donc comme condition les pleins pouvoirs, la vacance du Parlement et la promulgation d'une nouvelle constitution. C'est exactement ce qui va se passer. Le 1er juin, il se retrouve investi président du Conseil. Le 3 juin, il obtient les pleins pouvoirs. Et là, un comité consultatif constitutionnel se met en place. Il va travailler tout l'été sous la houlette de Michel Debré jusqu'au 14 août. Donc pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? La France est dirigée comment? De quelle façon? C'est un petit peu chaotique. La situation reste chaotique. La France est sans gouvernement à ce moment-là. Il y a le gouvernement de Gaulle, puisqu'il est au pouvoir, mais l'opinion est tendue, évidemment, l'annonce de la Constitution, qui ne sera présentée au peuple français qu'après la fin des travaux, c'est-à-dire début septembre. Et enfin, le référendum l'entérinera le 28 septembre. Le 28 septembre. Le 28 septembre, et adopté par la majorité des Français. Et adopté à quasiment... Les Français se montrent favorables. Adopté quasiment à l'unanimité. À 80%. Et donc, de ce point de vue-là, on se rend compte qu'effectivement, la crise algérienne a permis cette accession de Gaulle au pouvoir par un système de manœuvre, ce coup d'État de velours. Il faut aussi noter que De Gaulle continuera ses manœuvres malgré tout sur la question algérienne, puisque c'est grâce à l'armée et grâce aux pieds noirs qu'il est revenu au pouvoir. Et il va pratiquer dans les mois qui suivent un retournement d'alliance en ouvrant la porte à des négociations avec le FLN, auxquelles il s'était toujours refusé jusque-là. Et la Constitution donc, est enfin promulguée le 4 octobre. Alors, avant qu'on revienne plus en détail sur la genèse de cette Constitution, on en reparlera surtout en deuxième partie d'émission, je voudrais qu'on écoute ces réponses des gens qu'on est allé rencontrer dans la rue. C'est Timothée Delem, très exactement, qui est allé leur demander s'ils étaient attachés à leur 5e République. On écoute leur réponse. C'est un bon système parce qu'il y a un équilibre de pouvoir, une complémentarité également, et puis elle nous a permis de passer bien des crises, notamment la dernière, la grosse crise financière, etc. Donc oui, je pense que c'est un bon système. Je suis d'accord avec la proposition de diminuer le nombre des députés et des sénateurs. Je viens des États-Unis où le Sénat est vraiment la chambre plus importante, plus stable. Peut-être c'est le cas en France, mais je ne vois pas trop en quoi c'est utile. Est-ce qu'une 6e République donnerait une place différente au président? Oui, mais alors à qui, voilà, quel poste renforcer? Celui de l'Assemblée, celui du Sénat? Moi, je trouve que c'est un système qui est assez rassurant. Bonjour Guillaume Perrault. Bonjour. Alors vous dirigez le service débat opinion du Figaro, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, vous enseignez l'histoire politique et les institutions. On signale votre dernier ouvrage, Conservateurs, soyez fiers, qui est paru chez Plomb en 2017. On revient d'abord sur cette dernière intervention de la personne qu'on a interrogée. 60 ans, c'est rassurant. C'est ça l'un des avantages désormais de cette 5e République, c'est son âge respectable, sa durabilité? C'est le sentiment de stabilité qu'elle a procuré aux Français qui étaient là de l'instabilité gouvernementale qui a caractérisé la 4e République. Ça a été rappelé par Geoffroy Caillet avant moi. Et en effet, qu'est-ce que ça a apporté? Le fait que le président de la République est la clé de voûte des institutions, le fait qu'à l'origine, il avait un mandat de 7 ans, donc pas la même durée que les députés, et ça faisait du président le garant, comme De Gaulle l'avait dit dès 1946 dans le discours de Bayeux, des orientations générales de la politique française, de la politique de l'exécutif. Alors, si on essaie de dresser un peu un bilan, 60 ans, ça se fête, c'est l'heure un peu du bilan. Est-ce que, selon vous, cette République a bien vieilli, si on essaye en quelques mots de voir ce qu'elle a réussi et là où elle a échoué?
Alors, ce qu'elle a réussi, encore une fois, c'est la stabilité gouvernementale. Nous, on y est habitués, donc on trouve ça normal. Mais nos parents ou nos grands-parents ont vécu des gouvernements qui valsaient tous les 3 mois. Donc, dans les années 50, c'était ainsi. Même si le même personnel politique se retrouvait souvent à des portefeuilles ministériels variés dans des combinaisons successives, c'est quand même un grand soulagement d'avoir une stabilité gouvernementale. Ça, c'est le grand acquis. On a aussi une capacité accrue pour l'exécutif pour agir. Comment ça se manifeste ? Le fait qu'il y a certaines décisions qui échappent à l'Assemblée, qui avant étaient du ressort de l'Assemblée, qui désormais sont du ressort du Premier ministre et des ministres, avec le pouvoir réglementaire. Vous avez aussi un dispositif, le fameux 49.3, qui permet de faire adopter un texte par le gouvernement. Même s'il n'a pas une majorité de députés pour lui, il suffit qu'il n'ait pas une majorité de députés explicitement contre lui. Et ça lui permet de gouverner ainsi. Ça a été très utile sous Michel Rocard, par exemple. Entre 88 et 91, souvenez-vous, au début, vous êtes trop jeune pour vous souvenir, mais moi, hélas, je suis en âge de m'en souvenir. Lors du 2e septennat de François Mitterrand, il n'y avait qu'une majorité relative pour le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Rocard était à Matignon et pendant 3 ans, il a gouverné à coup de 49.3. De temps en temps avec l'appui des communistes, de temps en temps avec l'appui d'élus d'outre-mer, de temps en temps avec l'appui de centristes. Voilà, c'est un peu de la cuisine. C'est un peu du bricolage. Mais tout parfois. ça, oui, enfin, ce sont des dispositifs institutionnels un peu techniques, mais l'impression générale, pour le grand public, c'est qu'on est gouverné de façon stable. Alors justement, tous ces amendements, ces évolutions, est-ce que ça n'a pas un petit peu dénaturé cette Ve République qui a pu perdre cet esprit du père fondateur ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, la grande innovation aussi, c'est de consacrer les nouveaux pouvoirs du président par son élection au suffrage universel direct. C'est intervenu en 1962. Pour nous, c'est une évidence, les Français y sont très attachés, mais en 1962, ça a été une révolution institutionnelle et toute la classe politique de l'époque était contre, à part les gaullistes. Je le rappelle parce qu'on a oublié tout ça, ça s'éloigne de notre mémoire. Et c'est un peu notre chance et notre fléau. C'est qu'à chaque élection présidentielle, on vit une période qui est propice aux promesses, ça crée une espérance dans le pays et on dit souvent, il y a des brillants esprits qui considèrent que l'élection présidentielle crée des frustrations et qu'on est conduit à brûler le président qu'on a d'abord adoré. Effectivement, on pense évidemment à ce que vit Emmanuel Macron et sa dégringolade dans les sondages aujourd'hui. Et en même temps, si j'ose dire, c'est un peu vain de regretter cette situation, parce que comme les Français sont très attachés à la présidentielle, on n'en sortira pas. Ouais. Alors en quelques mots pour terminer, on aura un débat entier en deuxième partie de cette émission pour approfondir un peu cette question. Juste en quelques mots, la Constitution est-elle encore valable aujourd'hui selon vous, alors qu'elle avait été taillée sur mesure par De Gaulle ? C'est la grande question. C'est un peu comme la monarchie absolue avec Louis XIV. C'est-à-dire les successeurs de Louis XIV ont été écrasés par le rôle qu'il avait créé. Et de la même façon, c'est très dur pour les présidents successifs d'être à la hauteur du costume du général de Gaulle. Mais ça correspond à une attente profonde du pays. Alors ce sentiment d'un déclin relatif du pays, malgré tout, suscite depuis des années, on va dire 90, des interrogations. Et si la Ve République était l'une des causes de nos blocages ? En tout cas, Jean-Luc Mélenchon s'empare de cette idée. Et voilà qu'il propose d'instaurer une 6e République pendant sa campagne présidentielle. On écoute les propos qu'il tenait en mars 2017. C'était à l'occasion d'une marche pour la 6e République. Cette Constitution avait été taillé sur mesure pour un homme exceptionnel. Ce temps est révolu. Mais il en reste un texte qui ne doit pas tomber dans certaines mains, car il offre à la monarchie présidentielle des moyens incroyables de pouvoir absolu. Bonjour Karl Meus. Bonjour Marianne. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine, vous êtes spécialiste de la droite, vous étiez très intéressé par les propos de Jean-Luc Mélenchon. Cette monarchie présidentielle dont Mélenchon parle, elle souhaite, une révision en tout cas de la Constitution. Emmanuel Macron l'a rappelé lors de son discours devant le Congrès en juillet 2017. Alors certes, le débat est repoussé, pour l'instant avec l'affaire Benalla, on l'a bien compris, ça reviendra sur le tapis néanmoins. Encore une révision, ce sera la 25e depuis 1958.
Est-ce que d'après vous, Karl, il n'y a pas une espèce de banalisation de cette procédure de révision? Oui, mais au fond, pourquoi pas, tant mieux. La Constitution américaine, elle a été révisée des centaines de fois. Et ça n'a pas changé la nature du régime, ça a fait évoluer les institutions. Donc c'est très bien que... C'est une démonstration de souplesse? Exactement, ça montre que cette Constitution de 1958, elle peut s'adapter à toutes les situations. Et c'est assez incroyable d'imaginer que de 46 à 58 et maintenant, ils avaient déjà anticipé... pas forcément tout ce qui allait arriver, mais que cette Constitution est assez souple. Elle a permis des cohabitations, ce qui n'était pas forcément évident au départ. Première cohabitation en 86, certains disaient la Constitution, on ne peut pas. Finalement, cette cohabitation est rentrée dans les mœurs. Elle a permis même de passer le cap du quinquennat. Une fois que l'élection du président de la République est passée de 7 ans à 5 ans, en 2000, ça a changé la perception qu'ont les Français, ça a changé la façon de présider, et pourtant, on arrive à rester dans le cadre de la Constitution de 58. Alors, ce projet de révision, précisément, il est assez technique. On peut essayer d'en dégager les grandes lignes. D'abord, pour commencer, qui la souhaite? Il faut peut-être bien comprendre ça. Qui la souhaite et qui la conteste? Est-ce que le clivage droite-gauche là-dessus est clair? Alors, il y a beaucoup de clivages. D'abord, qui la souhaite? Le chef de l'État. Vous l'avez rappelé, c'était promesse de campagne, rappelée en juillet 2017 au Congrès. Le paradoxe, si vous voulez, c'est que quand on parle de révision de la Constitution, en réalité, on parle d'un bloc qui comprend 3 textes. Il y a un texte qui nécessite un toilettage de la Constitution. Mais au fond, ce n'est pas ce texte-là qui est le plus important au sens où, politiquement, ce n'est pas lui qui va poser le plus de problèmes. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et il y a 2 autres textes qui, eux, sont une loi organique et une loi simple, qui vont modifier le nombre de parlementaires à l'Assemblée et au Sénat et la loi électorale pour élire les députés. Et donc, il faut bien comprendre qu'on parle de ce triptyque-là. Oui. Les sénateurs, au départ, notamment les sénateurs républicains, étaient plutôt opposés à cette réforme. Et dans les discussions qu'ils ont eues avec le président de la République, notamment Gérard Larcher directement avec Emmanuel Macron, a pu obtenir un certain nombre de gages qui fait qu'il peut peut-être avoir une majorité avec les sénateurs républicains. Là où ça se complique, c'est que les députés républicains, donc à l'Assemblée nationale, eux sont farouchement hostiles. Ce qu'ils disaient en juillet, au moment où le texte venait en discussion, c'était que pour eux, la révision constitutionnelle était un bloc, c'est-à-dire qu'ils ne se voyaient pas voter un des textes et pas les 2 autres, parce qu'ils sont hostiles à l'introduction d'une dose de proportionnelle, et donc ils considèrent que tout ça est un bloc. Donc on verra au cours de l'année 2019 comment tout ça évolue. Et donc vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Droite-gauche, est-ce qu'on est clair là-dessus? Oui, si on est quand même... Sur cette question précise de la révision. De la révision, à droite... J'ai l'impression que la droite, oui. La droite, le parti, les députés sont opposés, mais pas au Sénat. Au Sénat, il y a des discussions dans les discussions publiques, dans les interventions publiques, vous avez l'impression qu'ils sont opposés. On pense, en tout cas à l'Élysée, qu'il y a un chemin et qu'on pourra avoir le vote d'un certain nombre de sénateurs. À gauche, ils sont opposés, évidemment, parce que vous avez passé l'extrait de Jean-Luc Mélenchon, trouve que ça ne va pas assez loin. Oui. Et c'est vrai, le texte de la Constitution, on en reparle, ça ne va pas très loin, ça ne modifie pas quand même grand-chose. Pour être plus précis, du coup, on va passer aussi à un extrait d'Édouard Philippe, le Premier ministre. C'était le 9 mai 2018, à l'issue d'un Conseil des ministres. On écoute sa vision très claire du projet. Notre objectif, encore une fois, est de revenir d'une certaine façon à l'esprit de la Ve République. Et il n'est donc évidemment ni d'abaisser certains, ni d'élever d'autres. Il s'agit d'avoir une forme d'efficacité réciproque entre le Parlement et le gouvernement. Nous devons travailler ensemble. Et la qualité de notre travail collectif, qui sert la démocratie, n'a d'intérêt que si ce travail est efficace. Voilà l'objectif annoncé. On rappelle donc qu'en ce moment, tout ça est décalé, tout ça est suspendu avec l'affaire Benalla. Est-ce qu'elle va se faire ensuite, cette réforme, selon vous? C'est décalé à l'hiver, hein. Je crois que d'abord c'était l'automne et puis maintenant on parle d'hiver prochain. D'hiver, alors, pour tout vous dire, à l'Élysée, ils espèrent qu'il y aura peut-être une fenêtre de tir en novembre. Parce qu'il faut 15 jours de libre à l'Assemblée nationale pour pouvoir discuter, reprendre la discussion sur la révision constitutionnelle. Ils pensent quand même que ce sera plutôt sur janvier,
qu'à ce moment-là, il n'y aura pas les textes de budget et PLFSS qui bloquent toute l'Assemblée sur la fin de l'année. Il faut se souvenir que la dernière révision constitutionnelle, celle qu'entreprend Nicolas Sarkozy, quand il y va, il n'est pas sûr d'avoir la majorité. Oui. Mais il se bat. J'allais dire, il va chercher sa majorité avec les dents. La révision passe à une voix. Il a obtenu le soutien d'une partie des radicaux et il obtient la voix de Jack Lang qui, sur le coup, sera déterminante pour faire passer la révision de la Constitution. En 2016, François Hollande veut faire aussi une révision de la Constitution sur cette fameuse déchéance de nationalité. Il n'a pas la majorité. Lui, pour le coup, il ne se bat pas. Il va pas le chercher. Il se dit mon camp est divisé, la droite ne me fera pas ce cadeau, donc je n'ose pas y aller. Toute la question, c'est de savoir est-ce qu'Emmanuel Macron va être un Nicolas Sarkozy qui va se battre pour faire passer sa réforme, ou est-ce qu'il fait comme François Hollande et qui finalement il renonce à la faire voter? C'est pas neutre, parce que dans ce genre de discussion, on parle du fond, ça modifie des équilibres institutionnels, très bien, mais la politique n'est jamais très loin. Les sénateurs ne sont pas prêts, on le voit en ce moment avec les auditions de l'affaire Benalla, ne sont pas prêts à faire de cadeaux à Emmanuel Macron. Donc, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron est prêt à concéder aux sénateurs pour qu'ils votent sa réforme constitutionnelle? C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Alors, je vous propose, avant qu'on passe à ce débat et d'entendre les réponses sur cette question de nos autres décrypteurs, qu'on écoute Olivier Duhamel. Il est professeur émérite des universités à Sciences Po. Il est spécialiste du droit constitutionnel et de la Ve République. Alors, lui, il est plutôt favorable à une 6e République. Il était de passage hier au Figaro. Voici son avis sur la question. Dans l'idéal, je suis partisan d'une 6e République, d'une République primo-ministérielle, d'un Premier ministre qui dirige le gouvernement et qui est responsable. En France, c'est impossible de passer à un régime de ce type. Il faudrait une révolution, ce qui n'est pas souhaitable. C'est impossible parce que les Français adorent l'élection présidentielle et parce qu'on n'imagine pas un président de la République disant je viens d'être élu, mais c'est très très mauvais ce système, il faut tout changer. Il y a beaucoup d'efforts de démocratisation à réaliser encore. On a une Assemblée nationale qui est quand même très peu représentative, non seulement politiquement, mais même socialement. On a une trop faible autonomie des ministres. Il y a des progrès à faire pour que ce présidentialisme soit pleinement démocratique, mais globalement, je maintiens un bon anniversaire et je dis, c'est pas parce que tu es vieille que tu dois pas t'améliorer. C'était donc Olivier Duhamel de passage hier au Figaro. Réaction peut-être sur ce plateau. Nous sommes tous réunis et nous avons accueilli d'ailleurs Jérémy Pontieux. Bonjour Jérémy, qui vient représenter les réseaux sociaux en force autour de cette table. Jérémy, d'abord peut-être une réaction sur les propos d'Alain Duhamel. Moi, je dirais simplement que si on avait écouté les professeurs de droit constitutionnel, on n'aurait jamais adopté la Ve République. Car la quasi-totalité des universitaires étaient hostiles à ce que De Gaulle a fait en 1958. Ils étaient partisans de rester dans un régime parlementaire. Ils concédaient du bout des lèvres qu'il fallait remédier à l'instabilité gouvernementale, mais en aucun cas élire le président au suffrage universel direct, qui à l'époque était vécu comme un scandale républicain. Donc si le corps électoral avait été uniquement les profs de droit, on aurait toujours la 4e République. J'apporte cette précision. J'ai l'impression que ça médite. Sérieusement, Geoffroy Caillet ? Non, moi je pensais plutôt à ce que De Gaulle a fait effectivement en 1958. Il y avait beaucoup de réticences aussi à cause de l'histoire de France. Je parle de ce que je connais un tout petit peu. Et en l'occurrence, c'est vrai que la question du référendum, on n'en a pas parlé tout à l'heure. De Gaulle ne l'a pas inscrit dans ses discours de 1946, le discours du référendum et de l'élection au suffrage universel du président de la République, parce qu'il savait que c'était trop tôt et que ça pourrait rappeler aux Français qui avaient la mémoire un peu moins que courte, le précédent du général Boulanger à la fin du XIXe siècle, qui avait été justement accusé de rechercher un pouvoir personnel et de pratiquer justement le référendum. Et ça a servi de repoussoir sous toute la Troisième République qui a suivi, et puis au cours de la Quatrième République. Et c'est vrai que De Gaulle a dû s'inscrire en faux contre cette accusation, mais il l'a fait simplement aussi à sa façon, c'est-à-dire en prenant le temps, avec une certaine dose de ruse, et c'est la réforme de 1962. Alors Jérémy, est-ce que les internautes sont sensibles à cette question de la 5e, potentiellement d'une 6e République, une révision? Comment ça se passe sur la toile, d'après ce que vous avez pu percevoir? Ils le sont. On a presque deux résultats contradictoires. Sur Twitter, on a posé la question, êtes-vous attaché à la 5e République? On a 45% de personnes qui nous disent oui et 55% de personnes qui nous disent non. 55% non. Voilà, c'est plutôt de manière assez étonnante, des personnes qui sont plutôt peut-être favorables à une 6e.
Ce qui se dit néanmoins sur le Figaro.fr et le commentaire qu'on voit souvent revenir, c'est que la plupart de nos internautes, eux, mettent en cause les hommes et non pas l'institution. Je lis Attila qui dit « Ce n'est pas les institutions qui sont en cause, mais les hommes ». Est-ce que le problème ne viendrait-il pas de là? Ne devrait-on pas donner moins d'importance, et il précise, au président? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette C'est tout remarque? l'enjeu d'ailleurs de la révision constitutionnelle, parce qu'au fond, vous aviez passé l'extrait d'Édouard Philippe qui dit on veut rééquilibrer, mais la réalité c'est qu'ils veulent augmenter la capacité de l'exécutif à faire passer des projets de loi très rapidement. Parce que tout le monde l'a constaté, c'est qu'entre le moment où le Premier ministre ou le Président de la République annonce une réforme, le moment où ça passe au Conseil des ministres, le moment où ça passe en commission, le moment où ça passe en première lecture, ça passe ensuite dans l'autre assemblée, il y a la commission mixte paritaire, et qu'ensuite les décrets sont pris, il peut se passer 1 an, 1 an et demi. Or, dans un quinquennat, 1 an et demi, c'est très long. Ce qui pouvait se concevoir sur 7 ans, parce qu'il y avait, Guillaume Perrault l'a rappelé, le temps long, n'est plus possible aujourd'hui avec le quinquennat. Et c'est là où, au fond, les politiques ne sont pas allés au bout de la logique quand on a instauré le quinquennat, qui était, il faut à ce moment-là, puisque le président de la République est élu sur la même durée que les députés, allons jusqu'au bout, supprimons le poste du Premier ministre qui ne sert plus à rien. D'ailleurs, on le voit là, on peut nommer un Premier ministre qui n'est pas de la couleur politique du président de la République, il applique le programme du président de la République. Pourquoi appliquer le programme du président? Il peut le faire, c'est devenu un super collaborateur. Et au fond, faire peut-être après, comme aux États-Unis, l'élection des députés, des parlementaires, le même jour que l'élection du président de la République. Ça vous semble réalisable, Guillaume Perrault, ça, Non, par je exemple? crois que ça serait, intellectuellement, ça se défend, mais pratiquement, politiquement, ça me paraît rester un débat théorique parce qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore, parce que ça impliquerait un changement de la vie politique française si radical que même les Français ne le voudraient pas quand on leur expliquerait concrètement ce que ça changerait dans le fonctionnement de la vie politique. Ça voudrait dire qu'on aurait, comme aux États-Unis, un Congrès et un président totalement indépendants l'un de l'autre, sans moyen d'action réciproque, à part l'impeachment, donc une responsabilité pénale, mais pas une responsabilité politique. Il n'y aurait pas une responsabilité politique de l'exécutif devant le législatif, comme il y a quand même une responsabilité politique du gouvernement devant l'Assemblée nationale, en France aujourd'hui. Et je voudrais réagir sur ce que vient de dire Karl. D'abord, en Allemagne, les débats, le processus législatif, il n'est pas plus rapide qu'en France. Et pourtant, l'Allemagne a la réputation d'être mieux gouvernée. Oui. Donc, est-ce que le problème, c'est la lenteur du processus législatif ou c'est la lenteur des décrets d'application qui sont de la responsabilité exclusive du gouvernement? J'ai tendance à penser que c'est ça, et que donc c'est un faux fuyant que de s'acharner. Les décrets dans la démonstration. Voilà. Ça, c'est ma première remarque. Et puis, en fait, c'est pas ça qui intéresse. Ça, c'est vrai que c'est un véritable enjeu, les décrets d'application. Mais ce qui intéresse, je crois, les Français, c'est le sentiment qu'une fois que leurs députés sont élus, ils n'ont plus de prise sur eux. Et quelle est la grande idée que défend Mélenchon? C'est celle de mettre le principe représentatif sous surveillance. C'est-à-dire qu'il est pour instaurer un droit de révocation des élus qui, selon lui, n'ont pas respecté le mandat qu'ils ont reçu des électeurs. C'est une grande idée de Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi, par le peuple? Ça veut dire comment? De quelle manière? Eh bien, il voudrait qu'il y ait un certain nombre c'est le principe de la pétition, et vous avez un certain nombre, quand vous avez 150 000 signatures, vous pouvez organiser ce qu'on appelle aux États-Unis un recall dans certains États. C'est-à-dire vous pouvez, dans la moitié des États américains, par exemple, révoquer le gouverneur en Californie. Vous pouvez révoquer le gouverneur de Californie, par exemple. Bon, ça, j'ai pris un exemple américain, c'est pas celui qui privilégie, il préfère l'Amérique du Sud, comme vous savez. Et d'ailleurs, je suis obligé de constater que ce principe de défiance envers les élus, il vient de Jean-Jacques Rousseau, et il a irrigué tous les régimes. Il a largement traversé l'Atlantique. Oui, alors ça, c'est la partie noble, mais il y en a une qui est beaucoup moins vendeuse politiquement, c'est qu'on le retrouvait dans la Constitution soviétique, et on le retrouve aujourd'hui dans la Constitution de Corée du Nord, où vous avez le droit de révoquer vos élus. C'est dans la Constitution de Corée du Nord. Donc évidemment, ce n'est pas des exemples que Jean-Luc Mélenchon met en avant. Pas forcément. Jérémy, peut-être une autre question. Peut-être une autre question, mais qui prolonge celle-ci. Kipik lui propose de dire, sa constatation, c'est qu'une très grave erreur d'avoir adopté le quinquennat, c'est qu'il aligne les pouvoirs sur le mandat présidentiel. Il propose de faire 5 ans renouvelables pour le président et 3 ans pour les députés. J'ai envie de savoir ce que vous en pensiez peut-être.
l'impression que l'internaute sèche nos invités de façon assez radicale. Alors, ça va faire encore hurler Guillaume Perrault parce que c'est le modèle américain, mais au fond, dans un système américain, vous avez les midterm elections où les parlementaires, congressmen, remettent en jeu leur mandat. Et là, la majorité peut changer. Mais pour revenir à ce que disait l'internaute précédent, il a entièrement raison. Ce sont les hommes aussi qui font les institutions. Et quand on voit là que le président de l'Assemblée nationale, 4e personnage de l'État, préfère démissionner de son poste, alors que c'est lui le patron de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un, le patron du législatif, et il préfère aller dans un gouvernement, donc sous l'autorité du président de la République, du Premier ministre, être numéro 4 ou 5 dans l'ordre protocolaire, je parle là du successeur de Nicolas Hulot, on voit qu'il y a un problème. C'est-à-dire que la Ve République a mis la stabilité, c'est très bien, a renforcé l'exécutif, c'est parfait, mais le législatif est totalement aux mains de l'exécutif, puisque le successeur de François de Rugy a été élu et c'est le candidat le plus proche d'Emmanuel Macron. Le jour où on aura plusieurs présidents de l'Assemblée nationale qui seront, comme l'a été Philippe Séguin, c'est-à-dire un défenseur farouche de l'indépendance de l'Assemblée nationale, là, on aura de nouveau un équilibre dans les institutions. Alors, je reviens un petit peu à vous, Geoffroy Cayet, parce qu'on a exploré rapidement cet aspect. Et ça me semble intéressant, vu le débat aujourd'hui. Cette Constitution, est-ce qu'elle est encore valable selon vous aujourd'hui ? Elle a été taillée par De Gaulle, on l'a bien compris, hein, mais est-ce qu'elle avait prévu justement cette durée ? Est-ce qu'elle avait prévu toutes ces adaptabilités, tous ces remaniements possibles ? Pas de compétences pour juger ces questions qui est assez techniques et De Gaulle, quand il y a pensé, qui concernent surtout sa postérité. Est-ce qu'il avait pensé justement à sa postérité, selon vous ? C'est difficile de savoir jusqu'où pensait De Gaulle, au-delà de lui-même. Mais je pense que le fait qu'il n'ait pas eu peur des ombres portées de l'histoire, hein, je pense au général Boulanger, je pense à la dissolution du président MacMahon dans les années 1870, qui donc avait accouché de régimes parlementaires successifs, le fait qu'il n'ait pas craint tout cela et qu'il ait voulu justement faire mentir l'histoire, prouve quand même qu'il avait, il avait le désir de doter la France de quelque chose de plus fort. Il l'avait pensé pour durer après lui. Hein, que ce qui avait effectivement existé depuis 80 ans. Donc on peut vraiment imaginer, il était déjà relativement âgé quand il est arrivé au pouvoir, qu'il a travaillé pour la postérité, hein, qu'il a tiré vraiment les leçons de 80 ans de parlementarisme en France pour faire un pari quand même sur l'avenir. Ce qu'il a dit en 62, c'est qu'il fallait que ses successeurs, qui n'auraient pas sa légitimité historique, bénéficient de l'élection du suffrage, de l'onction du suffrage universel direct, pour pouvoir assumer les prérogatives très, très vastes et sans équivalent dans d'autres démocraties que le président avait en France. Très bien. Alors d'ailleurs, je précise que le Figaro Histoire a consacré un large dossier, en tout cas à la genèse de cette Ve République, qu'on a vu donc apparaître à l'écran. Un document donc passionnant. Peut-être toute dernière question des internautes, sinon moi j'ai encore un petit jeu à faire pour terminer en beauté cette émission. Une remarque un peu particulière que je ne crois pas avoir entendu aborder ici. Péchou nous dit une majorité de Français se détournent de la vie politique, la Ve République, car nos politiques n'ont plus les clés du camion. Il reproche notamment les grandes décisions qui se prennent à Bruxelles et à Berlin. Est-ce que selon vous, la gouvernance européenne peut ébranler la Ve République ? Est-ce qu'elle a un poids ? Alors c'est vrai qu'elle a perdu de sa superbe par rapport au modèle des années 60 qu'on a tous en tête, parce que c'est une époque, les années 60, où l'intégration européenne ne faisait que commencer et où De Gaulle s'était opposé de façon acharnée au passage au vote à la majorité qualifiée au Conseil des ministres à Bruxelles sur les sujets comme la politique agricole commune. Il avait fait reconnaître un droit de veto implicite à la France en 1966, le droit de veto implicite qui a été petit à petit abandonné, en particulier depuis le traité de Maastricht en 1992. Donc on a plus de contraintes. On a la contrainte européenne d'un côté, on a le développement du contrôle de constitutionnalité des lois, très important. L'émancipation du Conseil constitutionnel en 1971 de son rôle d'abord restreint pour devenir l'équivalent de la Cour suprême aux États-Unis. La décentralisation aussi. Tout ça fait que la marge de manœuvre de l'exécutif est plus faible dans les années 60. Donc quand on incrimine ce qui est devenu la Ve République, on incrimine un peu l'époque aussi.
Merci beaucoup pour cette pédagogie, voilà, l'expertise maison qui a donné du fruit. On va terminer par un petit jeu pour terminer. Alors, première question, on va voir, messieurs, si vous êtes tout à fait au point sur la question. Qui a dit cette phrase ? Il y a une dictature totale en France, l'alignement entre l'exécutif et le législatif, c'est une vaste foutaise. Est-ce que c'est une phrase de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que c'est une phrase de Laurent Wauquiez ? Ou est-ce que c'est une phrase de Marine Le Pen ? Tac, tac, tac. Il y a une dictature totale en France, l'alignement entre l'exécutif et le législatif, c'est une vaste foutaise. Qui peut dire ça ? Le problème, c'est que les trois peuvent l'avoir dit. Les trois peuvent l'avoir dit, mais écoutez, je dirais Marine Le Pen. Marine Le Pen ? Oui, je vote Marine Le Pen, si j'ose dire. Wauquiez. C'est amusant, c'est Wauquiez. En effet, ce sont des propos qui tenaient a priori dans l'intimité, en tout cas devant le M Lyon. Et évidemment, des propos qui ont été enregistrés à son insu, c'était en février dernier. Deuxième question pour vous rattraper, messieurs. Combien y a-t-il eu de cas de cohabitation ? On en a un petit peu parlé déjà. Durant la Ve République ? 3. 2, 3 ou 4 ? 3. 3. Alors on peut les rappeler peut-être ? 86, 88. 93. Mitterrand-Chirac. Voilà, Mitterrand-Chirac. 93, 95, Mitterrand-Balladur. Et 97, 2002, Chirac-Jospin. Chirac-Jospin. Bravo. Troisième question, la Ve République a apporté des changements sur la notion de responsabilité. Est-ce que c'est un régime parlementaire ? Est-ce que c'est un régime présidentiel ? Ou est-ce qu'on est un peu entre les deux ? Est-ce que c'est un régime hybride ? Alors c'est un régime hybride parce qu'on n'a jamais réussi à le classer. Nos chers universitaires s'arrachent les cheveux. Il n'est ni parlementaire au sens strict comme en Grande-Bretagne, ni présidentiel au sens strict comme aux États-Unis. Ils ont donc décrété qu'il était mixte. Absolument. C'est une bonne réponse. À quelle date, dernière question, Charles de Gaulle prend-il ses fonctions de président de la République ? Alors là, vous n'avez pas de proposition. C'est vous qui devez trouver la date exacte. Janvier 59. Janvier 59, le combien ? Le 2. Et on est le 8 janvier. Merci à tous les trois de votre venue, de votre pédagogie. Geoffroy Caillet, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Figaro Histoire. Karl Meeus, vous êtes rédacteur en chef du Figaro Magazine, au Figaro Magazine. Et Guillaume Perrault, vous dirigez le service débat opinion du Figaro. Merci à toute l'équipe de préparation de cette émission et à la précieuse régie aux commandes de tout cela. À très vite sur Figaro Live.